La trahison ne s'annonce pas toujours par un coup de tonnerre. Parfois, elle est aussi discrète qu'un murmure à une table de dîner, ou aussi brutale qu'une main qui vous frappe au visage devant tous ceux que vous aimez. Je n'aurais jamais cru mon propre fils capable d'une telle cruauté. Mais quand on a passé 58 ans sur cette terre comme moi, on apprend que les gens, même votre propre chair et votre propre sang, peuvent vous surprendre de la pire des manières. Je lui ai donné toutes les chances de faire ce qui était juste. Mais à la fin, il ne me voyait que comme une simple commodité, un distributeur de billets, un exutoire pour son amertume. Et quand j'ai finalement tenu tête, eh bien, c'est là que j'ai découvert de quoi il était vraiment capable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter en indiquant d'où vous regardez. J'ai vécu à Beauregard-en-Auge, en Normandie, pendant plus de 30 ans. C'est une jolie petite ville du Calvados, le genre d'endroit où les gens connaissent par vos affaires, avant même que vous ne les connaissiez vous-même. J'ai emménagé ici avec Olivier quand nous étions de jeunes mariés, à l'époque où sa carrière dans l'industrie pharmaceutique ne faisait que commencer et où je croyais encore à l'éternité. Notre maison de maître se dresse sur la rue des Tilleuls, avec sa galerie couverte et ses colonnes blanches qui m'ont toujours fait penser à une demeure créole égarée en Normandie. Les voisins l'appelaient autrefois le Château Martin. Maintenant, il chuchote simplement quand je passe. Ce jeudi matin, juste avant la Toussaint, je polissais les plats de service en argent que ma mère m'avait laissés, ceux avec les bords délicatement ouvragés, qui prennent une éternité à nettoyer, mais qui sont magnifiques sur une table de fête. Mes doigts arthritiques protestaient, mais je persistais. J'organisais le déjeuner de la Toussaint depuis 30 ans et, malgré tout ce qui s'était passé, cette année ne serait pas différente. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le nom d'Antoine s'est affiché à l'écran. Mon fils, 40 ans maintenant, avec la mâchoire carrée de mon défunt père et le regard calculateur de son propre père. « Maman », dit-il quand j'ai décroché, sa voix portant cette gaieté forcée qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Je voulais juste confirmer que tout est bon pour demain. Émilie apporte son gratin dauphinois. « Tout est prêt », dis-je en passant mon pouce sur une tache d'eau sur l'argenterie. « Dîner à 13h, comme d'habitude. »« Ah, super. Aussi, papa voulait me demander si c'est d'accord qu'il vienne un peu plus tôt. Il dit qu'il a des papiers qu'il a besoin que tu signes. » La cuillère de service dans ma main s'immobilisa. Olivier et moi étions divorcés depuis 8 ans. Le genre de divorce où 40 ans de mariage se termine par un SMS et un placard vide. Le genre où votre mari vous quitte pour son assistante de direction de 30 ans et essaie de cacher la moitié des biens que vous avez bâtis ensemble. « Quel papier ?» demandai-je, ma voix soigneusement neutre. « Quelque chose concernant la propriété du lac, dans le Perche. C'est juste une formalité, » dit-il. « Les promoteurs ont besoin des 2 signatures puisque vous l'avez acheté ensemble. La maison du lac, notre refuge d'été, cet endroit qu'Olivier avait insisté pour garder à nos 2 noms après le divorce, pour des raisons fiscales, avait-il prétendu. Le seul bien sur lequel les avocats du divorce ne s'étaient pas battus. « D'accord, » dis-je après un moment. « Dis-lui, 11h30. Merci, maman. Et encore une chose, Lucas amènera peut-être quelqu'un. » Lucas, mon petit-fils, 19 ans, et se pavanant déjà avec la même arrogance que son père avait perfectionnée. « Ce n'est pas un problème. Il y a largement assez à manger. »« Génial. À demain alors. » Après avoir raccroché, j'ai fixé mon reflet dans l'argent poli. Le visage qui me regardait avait tellement changé au fil des décennies. De fines rides autour des yeux, des mèches d'argent tissées dans une chevelure autrefois auburn, une certaine dureté autour de la bouche, qui n'était pas là sur mes photos de mariage. J'avais donné 3 enfants à Olivier, Antoine, Chloé et Julien. Seul Antoine vivait encore à proximité. Chloé avait déménagé à Lyon des années auparavant, n'appelant que pour les anniversaires et Noël. Julien était mort dans un accident de voiture 12 ans plus tôt, laissant derrière lui un vide que rien ne pouvait combler. Olivier n'avait pas pleuré à l'enterrement. Je ne lui avais jamais pardonné cela. Cette nuit-là,
Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la maison du lac, le seul endroit qui était resté intact, épargné par l'amertume de notre divorce. L'endroit où j'avais appris aux enfants à nager, où nous avions fait griller des guimauves sous les étoiles d'été, où Julien avait annoncé ses fiançailles. Le seul morceau de notre histoire qu'Olivier n'avait pas souillé. Le lendemain, à 11h25, la sonnette retentit. Olivier se tenait sur mon porche, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un de ces pulls en cachemire que sa nouvelle femme, Sandrine, choisissait pour lui. À 66 ans, il conservait toujours le physique affûté d'un homme de 10 ans son cadet. L'argent et la vanité étaient de puissants moteurs. « Hélène, » dit-il avec ce sourire étudié, « tu as l'air en forme. »« Entre, Olivier, » répondis-je en m'écartant. Antoine a parlé de papier. Son eau de Cologne, différente de celle qu'il portait pendant notre mariage, emplit l'entrée alors qu'il me suivait jusqu'au salon. Je me demandais si Sandrine l'avait choisi aussi. Oui, juste une formalité, vraiment. Il sortit une enveloppe de sa sacoche en cuir. La société de promotion immobilière a besoin de nos 2 signatures, puisque nous sommes toujours copropriétaires. Une société de promotion ? Il leva les yeux, une lueur de surprise traversant son visage. Antoine ne t'a pas dit ? Nous vendons la propriété du lac. Ils construisent un complexe hôtelier, des appartements, un parcours de golf. L'offre est substantielle. La pièce sembla basculer légèrement. Tu vends notre maison du lac sans même en discuter avec moi d'abord ? Olivier eut la décence de paraître momentanément mal à l'aise. Je pensais qu'Antoine t'en aurait parlé. Nous en discutons depuis des mois. Des mois. Mon fils et mon ex-mari planifiaient cela depuis des mois, et aucun des deux n'avait pris la peine de me le dire. La propriété est inutilisée, poursuivit Olivier, son ton passant à celui qu'il utilisait pour m'expliquer des questions complexes. C'est logique financièrement, Hélène. Le retour sur investissement est... Arrête, dis-je en levant la main. Arrête de me parler comme si j'étais une enfant, Olivier. Il soupira. Ce son familier d'exaspération qui me faisait toujours me sentir petite. Les papiers sont ici. La vente se fera, que tu signes aujourd'hui ou la semaine prochaine. J'ai juste pensé qu'il serait plus simple de régler ça avant que tout le monde n'arrive. Plus simple pour lui, bien sûr. Toujours pour lui. Combien ? Demandai-je. Quoi ? Combien paie-t-il pour la propriété ? Il nomma un chiffre qui fit hausser mes sourcils. C'était considérablement plus que ce à quoi je m'attendais. Assez pour me mettre à l'aise pour le reste de ma vie, même divisé en 2. Et quand comptais-tu me parler de ma part ? Olivier se tortilla mal à l'aise. Eh bien, c'est là le problème. L'investissement a été techniquement réalisé à partir de mes actifs prénuptiaux. Mon avocat a la documentation. Tes actifs prénuptiaux ? Je ris. Un son sec qui sembla nous surprendre tous les deux. Olivier, nous avons acheté cette propriété 10 ans après notre mariage, avec de l'argent que nous avons économisé ensemble. Techniquement, l'acompte initial provenait de mon fonds, en fiducie, et chaque paiement suivant provenait de notre compte joint, le compte auquel j'ai contribué en gérant ta maison, en élevant tes enfants et en travaillant à temps partiel pendant que tu bâtissais ta carrière. Sa mâchoire se serra. Hélène, ne rends pas les choses difficiles. La paperasse est simple. Tu signes, je signe, et cela se termine proprement. Comme notre mariage s'est terminé proprement, les mots s'échappèrent avant que je puisse les retenir. La sonnette retentit de nouveau. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 12h30. Antoine était en avance. Nous en discuterons plus tard, dit Olivier en remettant les papiers dans son sac. J'ouvris la porte d'entrée pour trouver Antoine et sa femme Émilie, leur fils Lucas et une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Derrière eux se tenait ma fille, Chloé, dont la présence me surprit. Elle n'avait pas mentionné qu'elle venait de Lyon. « Maman !» Antoine m'étreignit avec raideur. « Regarde qui est là ! Chloé nous a fait la surprise à la gare ce matin. » Chloé s'avança, son expression réservée. « Salut, maman. J'espère que ça ne dérange pas que je m'incruste pour la Toussaint. »« Bien sûr que non, » dis-je en la serrant dans mes bras. Elle semblait si mince. « Ça fait trop longtemps. »
Alors que tout le monde se déplaçait dans le salon, je remarquais les regards échangés entre Olivier et Antoine. Quelque chose de non dit passa entre eux, quelque chose qui me fit frissonner de malaise. Je me suis retirée dans la cuisine pour vérifier la dinde, l'esprit embrouillé de questions. Pourquoi Chloé était-elle vraiment là? Pourquoi Olivier essayait-il de m'escroquer sur la vente de la maison du lac? Et pourquoi avais-je l'impression de tomber dans un guet-apens dans ma propre maison? Besoin d'aide, maman? Antoine apparut à l'entrée, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Non, tout est sous contrôle. J'essuyais mes mains sur mon tablier. Mais tu aurais pu me prévenir pour la maison du lac. Son expression changea trop rapidement pour cacher sa culpabilité. Papa m'a demandé de ne rien dire avant que l'affaire ne soit presque conclue. Il ne voulait pas t'inquiéter inutilement. M'inquiéter? C'est ma propriété aussi, Antoine. Il se rapprocha, baissant la voix. Maman, papa essaie juste de simplifier les choses. L'argent pourrait aider tout le monde. Les frais de scolarité de Lucas nous tuent. Et la start-up de Chloé a besoin d'investisseurs. C'était donc ça. Ils avaient déjà décidé comment dépenser ma part de l'argent. Et qu'en est-il de ce dont j'ai besoin, moi? Demandai-je doucement. Il parut sincèrement confus. Tu as cette maison, ta pension. De quoi d'autre as-tu besoin à ton âge? À mon âge. Comme si avoir 58 ans signifiait que je devais tranquillement accepter les miettes qu'ils décidèrent de me jeter. La dinde devrait être prête dans 30 minutes, dis-je au lieu de répondre. Dis à tout le monde de s'installer à table. Tandis qu'Antoine partait, je restais seule dans ma cuisine, entourée du festin que j'avais passé des jours à préparer. À cet instant, je sentis un froid s'installer en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ils pensaient que j'allais me laisser faire, signer mes droits, être la mère et l'ex-femme accommodante que j'avais toujours été. Ils avaient tort. Je portais la dinde dans la salle à manger avec une aisance habituée, malgré son poids. La table était une image de perfection festive. Des verres en cristal captant la lumière des candélabres de ma grand-mère, des serviettes aux couleurs d'automne pliées, juste comme il faut, des cartons nominatifs écrits de ma plus belle calligraphie. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « C'est magnifique, maman !» dit Chloé. Mais ses yeux étaient rivés sur son téléphone. Tout le monde prit sa place. Olivier à l'autre bout de la table, face à moi, une position qu'il avait revendiquée des décennies auparavant. Antoine et Émilie à sa droite, Chloé à sa gauche. Lucas et sa petite amie Manon s'étaient-elles présentées, s'assirent à côté de moi. La chaise vide où Julien se serait assis restait comme toujours. « Avant de manger, » annonça Olivier en levant son verre de vin, « j'aimerais porter un toast, à la famille, au nouveau départ. » Ses yeux rencontrèrent les miens, à travers la table, me défiant. « À la famille, » répétèrent-ils en écho, les verres s'entrechoquant. Je souris finement et commençai à découper la dinde. « En fait, » dit Antoine alors que je servais, « nous avons une nouvelle à partager. » Émilie prit sa main, rayonnante. « Nous déménageons. On a offert à Antoine un poste dans la nouvelle entreprise pharmaceutique d'Olivier. Félicitations, dis-je en passant les assiettes. Où allez-vous déménager? En Suisse, répondit Antoine. À Genève, plus précisément. Le siège de la R&D est là-bas. Je posai le couteau à découper. La Suisse, c'est assez loin. C'est une opportunité incroyable, intervint Olivier. Je prépare Antoine pour ce poste depuis des mois. Le package de rémunération est extraordinaire. Et pour l'université de Lucas? Demandai-je en regardant mon petit-fils. Année sabbatique, répondit Lucas avec un haussement d'épaules. Papa m'a trouvé un stage là-bas. Olivier rayonnait comme un fier patriarche. Le poste vient avec une prime à la signature substantielle, assez pour couvrir les rénovations de la maison du lac qu'Antoine voulait faire. Ma tête se redressa brusquement. Les rénovations de la maison du lac. Un silence gêné s'installa. Antoine s'éclaircit la gorge. En fait, maman, c'est quelque chose dont nous voulions discuter. Papa m'offre sa moitié des bénéfices de la vente de la maison du lac. La pièce sembla soudainement privée d'air. Sa moitié? Répétai-je lentement. Eh bien, oui, dit Olivier doucement.
Une fois que tu auras signé les papiers, bien sûr. Les promoteurs sont impatients de conclure avant la fin de l'année. Je posai ma serviette à côté de mon assiette et croisai les mains. Et à quoi exactement pensez-vous que ma moitié devrait servir, Olivier? Il échangea un regard avec Antoine, le genre de regard qui m'avait toujours exclu. Nous pensions qu'une partie pourrait aider Chloé avec son entreprise, et peut-être une fiducie pour les études de Lucas quand il décidera de retourner à l'école. Ma fille se redressa sur sa chaise. « Maman, c'est une start-up technologique avec un potentiel énorme. J'essaie d'obtenir un financement depuis des mois. » « Je vois. » Je pris une gorgée d'eau. « Donc, vous avez tous déjà décidé comment dépenser mon argent. »« Ce n'est pas comme ça, » dit rapidement Antoine. « Nous pensions juste que... » « Ah, que je n'en aurais pas besoin, » terminai-je pour lui. « Qu'à mon âge, comme tu l'as dit plus tôt, je devrais me contenter de céder mes biens à mes enfants. »« Maman, s'il te plaît, » soupira Chloé. « C'est la Toussaint. On ne peut pas faire ça maintenant. Quand serait un meilleur moment, Chloé? Quand les papiers seront signés? Quand l'argent aura disparu? Quand vous vivrez tous vos vies améliorées, financées par la retraite pour laquelle j'ai travaillé pendant 40 ans? » La mâchoire d'Olivier se crispa. « Hélène, tu dramatises. Personne ne te prend rien. C'est de la planification familiale, de la gestion d'actifs. Non, Olivier, c'est une question de contrôle. Le même contrôle que tu as exercé depuis le jour de notre mariage. » Un silence tendu s'abattit sur la table. La petite amie de Lucas se tortilla, mal à l'aise, sur son siège. « Maman, » dit Antoine du ton conciliant qu'il avait hérité de son père, « personne n'essaie de te contrôler. Nous essayons de t'aider à prendre la bonne décision financière. »« La bonne décision financière ?» répétai-je. « Et ce serait de renoncer à ma juste moitié des bénéfices de la maison du lac pour que vous puissiez rénover une propriété dont je suis copropriétaire, mais à laquelle je n'aurai apparemment pas accès. Tu serais toujours la bienvenue pour venir en visite, » offrit faiblement Émilie. Je ris, un son sec et amer. Quelle générosité! Olivier se pencha en avant, sa voix baissant à ce ton dangereusement calme que je connaissais trop bien. « Hélène, je te suggère fortement de considérer la situation dans son ensemble. L'opportunité d'Antoine en Suisse dépend en partie de la mise en place de certains arrangements financiers. » Tu me menaces, Olivier? Je t'explique la réalité. Mon entreprise fait cet investissement dans l'avenir d'Antoine. Les fonds de la Maison du Lac assureraient une transition en douceur pour toute la famille. Je regardais mon fils, le garçon que j'avais soigné pendant ses fièvres, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais aidé avec ses projets de science tard dans la nuit. Et ça ne te dérange pas? Que ton père utilise ta carrière comme levier pour me contraindre? Antoine eut la décence de paraître mal à l'aise. Ce n'est pas de la contrainte, maman. C'est pratique. L'argent profiterait à tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Mon Dieu, maman, intervint Chloé. Tout ne tourne pas toujours autour de toi. Antoine a une famille à charge. J'essaie de construire quelque chose de significatif. Pourquoi ne peux-tu pas nous soutenir pour une fois? Pour une fois? Je posai ma fourchette avec un soin délibéré. Je vous ai soutenu toute votre vie. J'ai mis ma carrière en veilleuse. J'ai géré cette maison. J'étais là pour chaque match, chaque récital, chaque réunion parents-professeurs pendant que votre père bâtissait son empire. Et tu as été bien pourvu, coupa Olivier. L'ai-je été? Tu t'es battu avec moi pour chaque centime de la pension alimentaire. Tu as contesté la division des biens que nous avons bâtis ensemble. Tu m'as laissé avec une maison que j'ai à peine les moyens d'entretenir et une pension qui ne couvre pas l'augmentation des impôts fonciers. Ce n'est pas juste, protesta Antoine. Papa a été généreux dans le règlement. C'est ce qu'il t'a dit? Je regardais mon fils. T'a-t-il aussi dit qu'il a caché des actifs? Qu'il a déplacé de l'argent à l'étranger avant de demander le divorce? Que son avocat a menacé de faire traîner la procédure jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de me battre? Le visage d'Olivier vira au rouge de colère. « Ça suffit, Hélène. »« Non, je ne crois pas. » Je me levai, ma serviette tombant au sol. Depuis 8 ans, je me suis tue.
J'ai joué le rôle de l'ex-femme gracieuse. Je vous ai tous accueillis dans ma maison, préparé vos repas, me suis souvenu de vos anniversaires. Et c'est ainsi que vous me remerciez? En conspirant dans mon dos. Maman, tu exagères, dit Antoine, se levant à son tour. Personne ne conspire contre toi. Vraiment? Alors pourquoi ton père a-t-il attendu aujourd'hui pour présenter ses papiers? Pourquoi aucun de vous n'a mentionné cette vente avant maintenant? Pourquoi êtes-vous tous assis à ma table, mangeant ma nourriture, tout en complotant pour prendre ce qui m'appartient de droit? La pièce devint silencieuse. Ce n'est pas à toi, dit finalement Olivier, sa voix froide. Ça n'a jamais été à toi. La maison du lac, cette maison, le style de vie dont tu as profité. Tout cela c'est venu de mon travail, de mes sacrifices. Je sentis quelque chose se briser en moi. Le dernier fil de retenue auquel je m'étais accroché pendant des années. Tes sacrifices? Ma voix était dangereusement calme. Dis-moi, Olivier, qu'as-tu sacrifié exactement? Ta famille? Ton intégrité? Parce que de là où je suis, tu as tout pris et n'as rien donné en retour. Les yeux d'Olivier se plissèrent. Il se recula de la table et se leva avec des mouvements délibérés. Il se dirigea vers l'endroit où Antoine était assis et se pencha, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Je regardais le visage de mon fils changer, tandis qu'Olivier parlait, son expression se durcissant, sa mâchoire se serrant, ses yeux devenant froids. Antoine se leva lentement de sa chaise, les poings serrés sur les côtés. Et puis, tout arriva en même temps. Antoine s'avança vers moi, son visage un masque de rage que je n'avais jamais vu auparavant. Sa main fendit l'air, rapide et vicieuse. Le claquement de la paume contre la joue résonna dans la pièce soudainement silencieuse. La force me projeta sur le côté. Je trébuchai, heurtant le chariot de service. La vaisselle s'écrasa au sol alors que je me rattrapais contre le mur, ma joue brûlant de l'empreinte de la main de mon fils. Pendant un instant figé, personne ne bougea, personne ne parla. Je goûtais le sang, métallique et chaud. Mon oreille bourdonnait. La pièce sembla basculer et tanguer. Émilie halta. Les mains de Chloé volèrent à sa bouche. Lucas se leva à moitié de sa chaise, le choc le figeant à mi-mouvement. Mais au lieu de pleurer, au lieu de m'effondrer, au lieu de supplier, toutes les réactions qu'ils auraient pu attendre de la femme qu'ils pensèrent que j'étais, je souris. Le sourire semblait étrange sur mon visage piquant, mais je le maintins, alors que je redressais ma colonne vertébrale et croisais le regard de mon fils. « Merci », dis-je doucement. Antoine cligna des yeux, la confusion remplaçant la rage. Sa main flottait dans l'air entre nous, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait de faire. « Tu viens de perdre la seule chose qu'il a toujours voulu. » Continuai-je, ma voix stable malgré la brûlure sur ma joue. « Maman », balbutia Antoine, ressemblant soudain à un petit garçon, horrifié par ses propres actions. Olivier s'avança, le visage dur. « Antoine a eu raison de te remettre à ta place. Ton comportement est inacceptable. » Je ris alors, un rire sincère qui sembla les déconcerter tous, plus que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. « Ma place ?» Je touchais doucement ma joue. « C'est ici que tu penses être ma place, Olivier? Par terre avec la vaisselle cassée? C'est ça que tu as appris à notre fils? » « Arrête d'être si dramatique, » cingla Olivier. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression maintenant. De la lassitude. Antoine a perdu son sang-froid. « Excuse-toi, Antoine. » Notre fils se tenait figé, le visage livide. « Maman, je ne voulais pas. Mon Dieu, je suis tellement désolée. »« Ne t'excuse pas, » dis-je en redressant la nappe avec des mains tremblantes. « Pas encore. D'abord, je veux que vous entendiez tous quelque chose. » Je me dirigeai vers le secrétaire ancien dans le coin de la salle à manger et en sortis un portefeuille en cuir que j'y avais placé plus tôt ce matin-là. Une précaution née de décennies de mariage avec un homme qui avait toujours un agenda caché. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Olivier. « Une assurance, » répondis-je en retournant à ma place à table. Je tamponnai ma lèvre fendue avec une serviette avant de continuer. « Olivier, te souviens-tu de l'enterrement de Julien ?» Le coq à l'âne sembla le décontenancer. «
Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu n'as pas pleuré, dis-je simplement. Notre fils était mis en terre et tu as regardé ta montre 3 fois pendant la cérémonie. Ce n'est pas juste, protesta-t-il, mais faiblement. Après la réception, je t'ai trouvé dans ton bureau en conférence téléphonique. Tu m'as dit « La vie continue, Hélène. Les marchés ne s'arrêtent-toi pas pour le deuil ?» J'ouvris le portefeuille et en retirai une pile de documents. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. « Maman, s'il te plaît, » interrompit Chloé. « Ce n'est pas le moment. »« C'est exactement le moment, » répliquai-je. J'ai réalisé ce jour-là que rien n'était sacré pour toi, Olivier. Ni notre mariage, ni notre famille, pas même le souvenir de notre fils. Tout était transactionnel. Je fis glisser le premier document sur la table. C'était un acte de propriété, l'acte de la Maison du Lac, daté d'il y a 3 ans, avec seulement mon nom dessus. Olivier le saisit, son visage s'assombrissant en le lisant. « C'est un faux !» cracha-t-il. « La Maison du Lac est à nos 2 noms. »« Elle l'était, » consentis-je. « Jusqu'à il y a 3 ans, quand je l'ai fait transférer uniquement à mon nom. Tu as signé les papiers toi-même. »« Je n'ai jamais signé ça. Tu l'as fait, avec des dizaines d'autres documents qui ont traversé ton bureau cette semaine-là. Ton assistant de direction de l'époque, Jonathan, je crois, a été très utile. » Le visage d'Olivier se tordit de rage. « C'est illégal! C'est de la fraude! »« En fait, non. Jonathan a présenté le document. Tu l'as signé. Il y avait des témoins. Tout est parfaitement légitime. »« Tu m'as piégé. J'ai appris du meilleur, » répondis-je froidement. « De la même manière que tu as essayé de m'escroquer de ma part des comptes de retraite. De la même manière que tu as caché de l'argent au Caïman avant de demander le divorce. La différence, c'est que j'ai la preuve de ce que tu as fait. L'expert comptable judiciaire a été très minutieux. Je sortis un autre document, un rapport épais, et le plaçai à côté de mon assiette. « Quelle preuve ?» exigea Olivier. « Virement bancaire, sociétés écran, tout le toutim. » Je pris une gorgée d'eau, grimaçant en touchant ma lèvre fendue. « J'ai ça depuis des années. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je voulais la paix. Je voulais que nos enfants respectent leur père. » Je regardais Antoine, qui s'était affalé sur sa chaise, le visage dans les mains. « Mais aujourd'hui, je vois que mon silence m'a coûté ce respect. »« C'est du chantage !» siffla Olivier. « Ce sont les conséquences, » corrigeai-je. « Quelque chose que tu as réussi à éviter toute ta vie. » Je me tournai vers Chloé. « Savais-tu que ton père a vendu à découvert des actions de sa propre entreprise, vendant des parts via des comptes offshore, tout en vantant publiquement le brillant avenir de la société? L'AMF pourrait trouver cela intéressant. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Papa? C'est vrai ?» Le visage d'Olivier était devenu gris. « Hélène, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ces transactions étaient parfaitement légales. »« Vraiment? Alors ça ne te dérangera pas si j'envoie ce dossier à l'autorité de régulation, ou peut-être à la presse économique. » Je haussai un sourcil. « Je suis sûre que tes actionnaires seraient fascinés. » Le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. « Que veux-tu » demanda finalement Olivier, sa voix à peine audible. « Premièrement, je veux la valeur réelle de la propriété de la Maison du Lac. Pas la moitié, la totalité, puisque je suis, comme tu le sais maintenant, l'unique propriétaire. » La mâchoire d'Olivier travailla en silence. « Deuxièmement, je veux l'argent que tu m'as caché pendant le divorce, avec les intérêts. C'est ridicule. Troisièmement, continuai-je comme s'il n'avait pas parlé, je veux des excuses publiques. Pour tout, les liaisons, les mensonges, la manipulation financière. Tu es folle, souffla-t-il. Non, Olivier. Pour la première fois depuis des décennies, je suis parfaitement lucide. Je me levai et me dirigeai vers le vaisselier, récupérant une vieille photographie dans un cadre en argent. Je la plaçai devant Antoine. « Tu te souviens de ce jour ?» Il baissa les yeux sur l'image. Lui-même, à 10 ans, tenant fièrement une perche, presque aussi grande que lui, debout sur le ponton de la Maison du Lac. « Tu as attrapé ton premier poisson, »
dis-je doucement. Ton père était à Hong Kong pour conclure une affaire. C'est moi qui t'ai appris à appâter l'hameçon, à attendre patiemment, à savoir quand mouliner. Les yeux d'Antoine s'emplirent de larmes. Maman, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce que papa a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Antoine? Quel mot pourrait justifier de frapper ta mère? Mon fils regarda Olivier, puis de nouveau moi, la honte lisible sur son visage. Il a dit que tu essayais de tout gâcher, que tu avais toujours été jalouse de ma relation avec lui, que tu étais... Il déglutit difficilement. Mentalement instable. Que parfois, la seule façon de gérer les femmes hystériques est de les choquer pour leur faire retrouver la raison. Un silence glacial tomba sur la pièce. Même Olivier semblait se ratatiner sous le poids de ces mots prononcés, à voix haute. « Et tu as cru ça ?» demandai-je tranquillement. « Après 58 ans à me connaître, tu as pensé que j'avais besoin d'être frappée pour retrouver la raison ?» Antoine ne pouvait pas croiser mon regard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si quelque chose avait craqué. Quelque chose a craqué, en effet. Je touchais de nouveau ma joue. Chaque dernier fil d'obligation que je ressentais envers cette famille. Je rassemblai les documents et les remis dans le portefeuille. Je vous donne une semaine pour accepter mes conditions. Après cela, ces dossiers iront aux autorités. Tu détruirais ta propre famille, murmura Chloé. Je les regardais chacun leur tour. Olivier, qui m'avait jeté comme un appareil démodé. Antoine, dont la main m'avait frappé avec une telle violence désinvolte. Chloé, qui ne pouvait pas se donner la peine d'appeler sa mère plus de 2 fois par an, mais s'attendait à recevoir de l'aide. Vous avez détruit cette famille bien avant aujourd'hui, dis-je finalement. Je suis juste celle qui le reconnaît. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause. Je pense que le dîner de la Toussaint est terminé. Veuillez vous raccompagner à la sortie. Et Olivier, n'oublie pas de prendre ces papiers de vente de la Maison du Lac avec toi. Ils ne valent plus rien maintenant. Personne ne bougea, alors que je montais dans ma chambre et verrouillais la porte derrière moi. Ce n'est qu'alors que je permis à mes mains de trembler, les portant à mon visage pour sonder doucement la joue enflée, la lèvre fendue. Dans le miroir, je me reconnaissais à peine. Pas à cause de la marque rouge sur mon visage, mais à cause de la femme qui me regardait. Ses yeux étaient clairs clairs, sa posture droite, son expression non pas brisée, non pas battue, mais résolue. Pour la première fois depuis des décennies, je me voyais telle que j'étais vraiment. Pas l'ex-femme d'Olivier, pas la mère d'Antoine et de Chloé, mais Hélène Martin, une femme qui en avait enfin assez. J'entendis la porte d'entrée claquer, alors qu'il partait. Personne n'est venu voir comment j'allais. Personne n'a appelé en haut des escaliers. Bien, c'était plus net, plus simple. J'ouvris mon placard et sortis la valise déjà prête que j'avais préparée 3 jours auparavant, quand Antoine avait appelé pour la première fois à propos de la venue d'Olivier, avec des papiers à signer. Une femme ne survit pas à 40 ans de mariage, avec un homme comme Olivier sans développer des instincts. J'avais un arrêt à faire avant de quitter la ville. Une dernière pièce à mettre en place. Un héritage bien différent de celui qu'ils attendaient. Le cabinet d'avocats de Solange Fournier était situé dans une maison de ville rénovée sur la rue principale. Je l'avais choisi délibérément lorsque j'avais demandé le divorce, il y a 8 ans. La seule femme associée du cabinet le plus prestigieux de la région, avec une réputation d'efficacité impitoyable. Olivier avait été furieux en recevant les papiers portant son en-tête. Une femme comme avocate pour le divorce. Vraiment, Hélène? C'est un peu cliché, non? Ce qu'il n'avait jamais su, c'est que Solange et moi avions été colocataires à l'université Panthéon à Sasse avant que j'abandonne mes propres projets d'école de droit pour soutenir sa carrière. Nous nous étions retrouvés lors d'un événement d'anciens élèves, 6 mois avant que je ne demande le divorce. À peu près au moment où j'avais trouvé le reçu d'un bracelet en diamant que je n'avais jamais reçu. Hélène! Solange se leva de derrière son bureau, alors que son assistante me faisait entrer. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de mon visage. Mon Dieu! Que s'est-il passé? Déjeuner de la Toussaint en famille, répondis-je sèchement,
posant mon sac sur la chaise visiteur. « Tu as un moment ? Pour toi, toujours. » Elle contourna le bureau, son tailleur impeccable même à 17 heures, un jour férié. « Jennifer !» appela-t-elle son assistante. « Ne me passez aucun appel et apportez-nous de la glace. » Quand nous fûmes seuls, un sac de glace pressait doucement sur ma joue. J'exposais ce qui s'était passé au dîner. Solange écouta sans interruption, son expression devenant de plus en plus dure. « Ton fils t'a frappé !» dit-elle finalement, sa voix plate d'incrédulité. « Oui, et je veux procéder avec le plan dont nous avons discuté le mois dernier. » J'acquiesçai immédiatement. Ils vont s'agiter maintenant, essayant de vérifier l'acte de la Maison du Lac. Olivier appellera ses avocats ce soir, j'en suis certaine. Solange se pencha en arrière dans son fauteuil. Alors nous devons agir vite. Les documents de la fiducie sont préparés comme nous en avons discuté. Il ne manque que ta signature et le transfert des actifs. Elle fit glisser un dossier épais sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient les papiers, établissant ce qui allait être connu sous le nom de fiducie familiale Martin, bien que le mot « famille » ait pris un sens très différent dans mon esprit. « Tout est en ordre », poursuivit Solange. « Une fois exécuté, la majeure partie de tes actifs, les produits de la vente de la Maison du Lac, tes comptes de retraite, cette maison, sera détenue dans la fiducie, avec les stipulations dont nous avons discuté. Et c'est irréversible une fois que j'ai signé ? Oui. Ni Olivier ni tes enfants ne pourront le contester. Les actifs ne seront plus à ton nom, donc ils ne seront soumis à aucune réclamation qu'Olivier pourrait tenter de faire. J'examinais attentivement les documents. Une vie avec Olivier m'avait appris à ne jamais rien signer sans lire chaque mot. Les termes étaient exactement comme je les avais spécifiés. Stricts, sans ambiguïté et totalement dépourvus de sentimentalité. « Et le témoignage vidéo ?» demandai-je. Solange tapa quelques touches sur son ordinateur. « Notre vidéaste juridique peut être ici dans 30 minutes. Avec cette lèvre fendue et l'échymose qui se forme, le timing ne pourrait être meilleur pour documenter l'angle de la contrainte. » Je faillis sourire, mais ma lèvre enflée protesta. « Tu penses qu'ils essaieront de prétendre que je n'étais pas saine d'esprit ? » « Olivier essaiera tout, » confirma-t-elle. « Mais entre la vidéo, ton examen médical, dont nous obtiendrons les dossiers demain, et les témoins, au dîner, en particulier cette petite amie de ton petit-fils, il n'ira pas loin. » Je signai où c'était indiqué, ma signature forte et claire. À chaque coup de stylo, je sentais un poids se lever. 40 ans d'accommodement, de compromis, de souffrance silencieuse, s'évanouissant page par page. « Et pour l'autre affaire ?» demandai-je en signant le dernier document. Solange sortit un autre dossier de son tiroir. « La dénonciation à l'AMF est prête. Dès que tu donnes le feu vert, elle part. »« Pas encore ?» dis-je. « Voyons si Olivier accepte mes conditions d'abord. C'est sa seule chance. »« Tu es plus généreuse que je ne le serais, » observa Solange. « Ce n'est pas de la générosité, » répondis-je. « C'est de la stratégie. S'il accepte mes conditions, il admet sa culpabilité. S'il me combat, les conséquences seront bien pires. » Le vidéaste arriva, et pendant l'heure qui suivit, je donnai mon témoignage. Un récit clinique non seulement des événements de la journée, mais de 40 ans de manipulation psychologique et financière. La caméra capta chaque détail de mon visage blessé, chaque larme que je refusais de verser, chaque moment de clarté qui m'avait amené à ce point. Quand ce fut terminé, je me sentis vidée, mais étrangement en paix. « Où iras-tu ce soir ?» demanda Solange alors que nous concluions. « Tu ne devrais pas être seule, et tu ne devrais certainement pas retourner à la maison. J'ai réservé une chambre à l'auberge du Perche, » dis-je. Olivier ne penserait jamais à me chercher là-bas. Il a toujours considéré cet endroit comme indigne de son statut. Solange hocha la tête, approbatrice. Malin. Et après ça ? La Maison du Lac. Elle est fermée pour la saison, mais je l'ai fait ouvrir et approvisionner la semaine dernière. Personne ne sait que je prévois d'y être. Tu as pensé à tout. J'ai eu 8 ans pour réfléchir, répondis-je. Et toute une vie avant ça pour apprendre. L'auberge du Perche était un établissement modeste, mais propre à la périphérie de la ville.
Je m'enregistrais sous mon nom de jeune fille, utilisant la carte de crédit que j'avais établie séparément après le divorce. Une autre leçon apprise en observant les machinations financières d'Olivier au fil des ans. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis que j'avais quitté la maison. 17 appels manqués d'Antoine, 5 de Chloé, 3 d'Émilie. Des dizaines de SMS allant des excuses aux accusations. Aucun d'Olivier. Il parlerait désormais par l'intermédiaire de ses avocats. Je mis le téléphone en sourdine et fis couler un bain, retirant soigneusement ma tenue de fête, le pull en cachemire bordeaux maintenant taché de sang, les boucles d'oreilles en perles qu'Olivier m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je les plaçais dans un sac de blanchisserie en plastique de l'hôtel, le scellant comme preuve. Alors que je m'immergeais dans l'eau chaude, grimaçant en touchant l'égratignure sur mon coude due à ma chute, mon esprit dériva vers Julien. Mon enfant du milieu, le pacificateur, celui qui avait vu à travers le charme de son père jusqu'au calcul qui se cachait dessous. « Maman », avait-il dit une fois lors d'un des longs voyages d'affaires d'Olivier. « Tu sais que tu mérites mieux, n'est-ce pas ?» Il avait 26 ans à l'époque, de retour pour Noël, me regardant faire des préparatifs élaborés pour un mari qui finirait par appeler la veille de Noël pour dire qu'il avait été retardé à Singapour. Je ne lui avais pas répondu. Que pouvais-je dire? Que j'avais investi trop d'années? Que je ne savais pas qui j'étais en dehors d'être la femme d'Olivier? Que j'avais peur? Julien était mort sans jamais savoir si je l'avais entendu, sans jamais me voir me défendre, sans jamais voir sa mère devenir la femme qu'elle aurait pu être. Cette pensée amena les premières vraies larmes de la journée. Je les laissais venir, là, dans la salle de bain anonyme de l'hôtel, où personne ne pouvait voir, où personne n'utiliserait mon chagrin comme preuve de faiblesse. Mon téléphone vibra de nouveau depuis la table de chevet. Je sortis du bain, m'enveloppais dans le peignoir de l'hôtel et vérifiais l'écran. Un SMS d'un numéro inconnu. « Je sais ce qu'il a fait. Je veux aider. Rendez-vous. » Je le fixais, réfléchissant. Puis, un autre message apparut. « C'est Manon, la petite amie de Lucas. S'il vous plaît, Madame Martin, ce n'est pas juste. » Intéressant. La jeune fille avait semblé mal à l'aise au dîner, se recroquevillant sur sa chaise alors que la confrontation s'intensifiait. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» textai-je en retour. « Sur le téléphone de Lucas. Il est avec son père et son grand-père en ce moment. Ils sont chez vous, en train de préparer quelque chose. » Je fronçai les sourcils. « Que prépare-t-il » ? Je ne sais pas exactement, mais ils m'ont envoyé chercher à manger, et j'ai entendu Olivier parler de papier d'internement avant de partir. « Madame Martin, j'ai peur pour vous. Papier d'internement. » Bien sûr. Le prochain coup d'Olivier serait d'essayer de me faire déclarer, mentalement, incompétente. Le coup classique des hommes puissants, à travers l'histoire face aux femmes qui refusent de se soumettre. « Où es-tu maintenant ?» demandai-je. « Au café de la rue de l'Orme, celui avec l'auvent bleu. » Je considérais mes options. Rencontrer Manon pourrait être précieux. Elle était un témoin potentiel. Mais cela pourrait aussi être un piège. Olivier était certainement capable d'utiliser la jeune fille pour m'attirer dehors. « Envoie-moi une photo de l'endroit où tu es, tout de suite, » textai-je. Un instant plus tard, un selfie apparut, montrant Manon seule à une table d'angle, les murs bleus distinctifs du café derrière elle. À travers la fenêtre à côté d'elle, je pouvais voir les devantures assombries de la rue de l'Orme, confirmant son emplacement. « Reste là. 20 minutes, » répondis-je. Je m'habillai rapidement avec les vêtements de rechange de ma valise. Un jean, un pull, un bonnet en tricot pour cacher mes cheveux argentés distinctifs. Avant de partir, je pris des photos de mes blessures et les envoyai par email à Solange, avec une brève note expliquant où j'allais et pourquoi. Une autre leçon qu'Olivier m'avait involontairement enseignée. Toujours laisser une trace écrite que quelqu'un d'autre peut suivre. Le café était presque vide quand j'arrivais. La plupart des gens étaient encore chez eux avec leur famille, profitant du jour férié que j'avais fui. Manon me fit un signe de la main depuis sa table d'angle, son jeune visage marqué par l'inquiétude, alors qu'elle apercevait ma joue enflée. « Madame Martin, je suis tellement désolée !» dit-elle alors que je me glissais sur le siège en face d'elle.
Ce qui s'est passé aujourd'hui était horrible. Merci de m'avoir contacté, dis-je prudemment. Mais j'ai besoin de savoir. Pourquoi m'aidez-vous? Vous me connaissez à peine. Manon baissa les yeux sur sa tasse de café. Ma mère! Mon beau-père la traitait comme votre ex-mari vous traite. Comme Antoine vous a traité aujourd'hui. Elle leva les yeux, soudain féroce. Personne ne l'a aidée. Personne ne l'a cru. Je ne peux pas rester là à regarder ça se reproduire. Pendant un instant, je vis mon moi plus jeune dans le visage déterminé de Manon. Avant Olivier, avant les compromis, avant que j'apprenne à me faire toute petite. « Qu'est-ce que tu les as entendus dire exactement ?» demandai-je. Olivier a été au téléphone avec quelqu'un, un certain Dr Harper. Il veut vous faire évaluer pour... Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir des mots exacts. Un trouble de stress aigu avec des caractéristiques paranoïaques. Il a dit que votre comportement était erratique depuis des mois, que vous faisiez des accusations folles. J'acquiesçais. Gregory Harper, un psychiatre qui avait témoigné dans plusieurs procès de l'entreprise d'Olivier. Un mercenaire à gages. Il parle d'une intervention. De vous faire hospitaliser pour une évaluation. La voix de Manon tomba à un murmure. Lucas était contrarié, mais son père l'a fait taire, disant que c'était pour votre bien. Ont-ils mentionné quand? Demain matin. Ils pensent que vous rentrerez à la maison ce soir. Je pris une gorgée du café qu'elle m'avait commandé. Le liquide chaud piqua ma lèvre fendue. Merci de m'avoir dit ça. Qu'allez-vous faire? Je l'étudiais, jeune, sincère, clairement effrayée, mais déterminée. Manon, moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous avez pris un risque en venant ici. J'ai enregistré une partie, lâcha-t-elle en faisant glisser son téléphone sur la table. J'ai commencé à enregistrer quand les choses sont devenues bizarres. Je fixai l'appareil. Ça pourrait être illégal en France sans consentement. Elle sourit faiblement. Je suis en première année de droit à l'université de Caen. Le consentement d'une seule partie s'applique si vous faites partie de la conversation. J'ai assez parlé pour que ça compte. Fille intelligente. Je lançai l'enregistrement. 3 minutes de la voix d'Olivier exposant son plan pour me faire aider. L'accord hésitant d'Antoine. Les tons cliniques d'un médecin discutant des options de sédation. Puis-je me l'envoyer? Demandai-je. Elle hocha la tête. Je transférai le fichier audio à mon email, puis à Solange. Vous devriez y retourner, dis-je en lui rendant son téléphone. Si vous partez trop longtemps, ils deviendront méfiants. Et vous? Où irez-vous? Quelque part en sécurité, l'assurai-je. Et Manon? Quand les choses commenceront à se produire, et elles le feront, restez près de Lucas. Il aura peut-être besoin de quelqu'un qui y voit clair. Elle hocha la tête solennellement, puis hésita. Madame Martin, cette chose que vous avez dite, après qu'Antoine vous ait frappé, à propos de lui qui perd la seule chose que son père a toujours voulu, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je souris finement. Il le découvrira bien assez tôt. La maison du lac était calme et silencieuse quand j'arrivais juste après minuit. La neige avait commencé à tomber, poudrant les pins qui entouraient tant la propriété. Je déverrouillais la porte avec la clé que je gardais séparée de mon trousseau habituel, une autre habitude née d'années de réflexion stratégique. À l'intérieur, l'air était froid, mais pas glacial, grâce au gardien qui avait allumé le chauffage à ma demande 3 jours plus tôt. L'odeur familière de pin et de vieux bois m'enveloppa alors que j'allumais les lumières. Cet endroit avait toujours été mon refuge. Alors qu'Olivier le voyait comme un investissement et un symbole de statut, pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais respirer, où les enfants et moi avions créé des souvenirs non souillés par la présence dominatrice d'Olivier. Je traversais les pièces, vérifiant que tout était en ordre. Dans la chambre principale, des draps frais attendaient. Dans la cuisine, le réfrigérateur ronronnait, approvisionné pour plusieurs semaines. À 2 heures du matin, tout était prêt. Je pris mes médicaments, appliquai de l'arnica sur ma joue meurtrie et m'installai dans le fauteuil en cuir usé près de la cheminée. Le même fauteuil où j'avais lu des histoires à mes enfants des décennies auparavant. Dehors,
La neige continuait de tomber, enveloppant le monde de silence. J'ai dû m'assoupir, car la chose suivante que je sus, c'est que la lumière aqueuse du matin filtrait par les fenêtres. Mon téléphone indiquait 7h36 et 17 nouveaux messages. Le premier était de Solange. Papier déposé. Fiducie établie. Huissiers visiteront la résidence Martin à 9h, avec ordonnance restrictive. Le second était d'un numéro inconnu. Un SMS de Manon. Ils vont chez vous à 8h. Médecin et 2 hommes qu'il a appelés infirmiers. Soyez prudente. Les autres étaient des messages de plus en plus frénétiques d'Antoine et de Chloé. Je les supprimais sans les lire. À 9h15 précise, mon téléphone sonna. Solange. « C'est fait », dit-elle sans préambule. Olivier, Antoine et le bon docteur Harper ont reçu les ordonnances restrictives. La police a votre déclaration et les photos. La fiducie est enregistrée et la déposition vidéo a été dupliquée et sécurisée. Comment ont-ils réagi? Je ne pus m'empêcher de demander. Olivier a menacé de toutes les actions en justice imaginables. Antoine s'est complètement effondré. Il y avait aussi un autre homme, un psychiatre avec 2 assistants plutôt costauds. Ils ont semblé assez surpris de trouver les forces de l'ordre qui attendaient, au lieu d'une femme vulnérable. Je fermai brièvement les yeux. Et l'autre affaire? Le colis a été livré à tous les administrateurs simultanément, à 9h. J'imagine que les appels commencent à arriver. Mon téléphone bipa avec un appel entrant. Le président du conseil d'administration de la société d'Olivier. « Ce doit être Jean-Louis Martel », dis-je. « Pile à l'heure. Veux-tu que je te mette en conférence ? » « Non, celui-ci, je dois le gérer personnellement. » Je changeai d'appel. « Jean-Louis, bonjour. »« Hélène. » Sa voix était tendue de panique contrôlée. « Je viens de recevoir une documentation préoccupante concernant Olivier. »« Troublant, n'est-ce pas ?» Je gardai un ton conversationnel. Manipulation de cours, délit d'initié, évasion fiscale à une échelle assez créative. « Hélène, ce sont des allégations graves. Si elles sont vraies, chaque transaction est documentée, Jean-Louis. Chaque compte offshore, chaque société écran. Le rapport de l'expert comptable est très complet. » Un temps de silence. Pourquoi portez-vous cela à l'attention du conseil maintenant? Parce que j'ai essayé de gérer ça en privé. J'ai donné à Olivier l'opportunité de réparer les choses. Il a choisi une autre voie. Il dit que vous n'êtes pas bien, que c'est une sorte de tactique de vengeance. Est-ce qu'une personne pas bien documente des transactions avec ce niveau de précision? Fournit-elle des preuves corroborantes de 3 institutions financières distinctes? Je fis une pause. Olivier a tenté de me faire interner de force ce matin, Jean-Louis, pour me discréditer avant que je ne puisse l'exposer. Un autre silence, plus long cette fois. Que voulez-vous, Hélène? La justice, la responsabilité. Olivier doit démissionner, aujourd'hui, avec un aveu complet de ses malversations financières. Cela le détruirait professionnellement. Oui, acquiesçai-je. Ce serait le cas. Et s'il refuse? Alors cette même documentation va à l'AMF, à Tracfin, et au journal Les Échos. Aujourd'hui. La ligne redevint silencieuse. Finalement, Jean-Louis parla, sa voix lourde. « Je vais convoquer une réunion d'urgence du conseil. Vous aurez sa démission avant midi. » Merci, Jean-Louis. Alors que je terminais l'appel, un autre entra immédiatement. Antoine. Je le laissai aller sur la messagerie vocale, puis écoutais son message. « Maman, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a la police ici, des avocats. Papa devient fou. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier. S'il te plaît, maman, j'ai besoin de te parler. » Je le supprimai sans répondre. Vint ensuite Chloé. « Maman, c'est de la folie. Quoi que papa t'ait fait, c'est entre vous deux. Pourquoi nous entraînes-tu là-dedans? Rappelle-moi. » Supprimé. À midi, comme promis, je reçus un email de Jean-Louis contenant la lettre de démission d'Olivier, un chef-d'œuvre de double langage d'entreprise, reconnaissant des erreurs de jugement et des problèmes personnels, nécessitant son attention. À 14h, la nouvelle avait frappé la presse financière. Olivier Martin,
dirigeant pharmaceutique, démissionne sur fond d'allégations de malversation financière. À 16 heures, mon téléphone avait 57 appels manqués. Je ne répondis à aucun d'eux. Au lieu de cela, je m'assis près de la cheminée, regardant la neige recouvrir le lac, et j'ouvris le dernier dossier que j'avais apporté avec moi. La dernière lettre de Julien, écrite une semaine avant l'accident de voiture, qui lui avait coûté la vie. « Maman, j'espère qu'un jour tu te verras comme moi je te vois. Forte, brillante, méritant tellement plus que la vie que papa a tracée pour toi. Tu m'as appris ce qu'est la vraie force. Pas l'intimidation ou la manipulation de papa, mais ta résilience tranquille. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'avais 10 ans et que j'avais peur d'affronter ce tyran du quartier? Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de t'en aller. Mais parfois, la chose la plus forte est de tenir bon. J'espère qu'un jour tu tiendras bon, maman. J'espère qu'un jour tu revendiqueras la vie qui aurait dû être la tienne depuis le début. Je t'aime pour toujours, Julien. » Je pliai la lettre avec soin et la remis dans son enveloppe. 6 mois après le déjeuner de la Toussaint qui a tout changé, je me suis assise sur la terrasse de la maison du lac, regardant la lumière d'été danser sur l'eau. J'avais vendu la maison de Beauregard en Auge, fait don de la plupart de son contenu à des œuvres de charité, et fait de la maison du lac ma résidence permanente. Les contestations juridiques d'Olivier contre la fiducie avaient échoué. Ses tentatives pour me faire déclarer incompétente s'étaient retournées contre lui de manière spectaculaire, surtout après que l'enregistrement de Manon eût été joué au tribunal. Les retombées financières de sa démission l'avaient dévasté. L'homme qui commandait autrefois les conseils d'administration faisait maintenant face à des enquêtes fédérales et à des poursuites civiles. Antoine avait envoyé des dizaines de lettres, chacune plus désespérée que la précédente. Chloé avait alterné entre la rage et les supplications. Aucun n'avait franchi le seuil de la maison du lac. J'avais changé mon numéro de téléphone, mon email, toute ma vie. Le seul contact que je maintenais était avec Lucas, qui avait rompu avec son père et m'avait contacté indépendamment. Lui et Manon venaient en visite de temps en temps, attentifs à respecter mes limites. « Il ne te manquera jamais ?» avait demandé Lucas lors de sa dernière visite. « Tu ne penses jamais à leur pardonner ?» J'avais regardé le lac, là où j'avais autrefois appris à son père à nager, où j'avais vu mes enfants grandir, où j'avais finalement trouvé ma propre force. « Non, » dis-je simplement. « Certaines choses ne peuvent être pardonnées. » Et à cet instant, regardant le soleil se coucher sur l'eau qui m'appartenait désormais entièrement, je ne ressentis ni regret ni chagrin. Seulement la satisfaction tranquille de la justice enfin rendue. Un héritage de force que j'avais revendiqué pour moi-même.